ici à droite donc Nicolas Douai, qui est professeur à l'Université de Grenoble-Alpes, Jean Dédier que vous avez entendu, Margot Beauchamp qui est anciennement, jusqu'à il y a un mois, coordinatrice du GIS Marsouin, elle va nous expliquer ce qu'est ce GIS, et puis Cédric, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, donc il faut que je me, il faut que je me relise, Flukiger, voilà, désolé pour cette petite absence, qui est aussi maître de conférence à Lille sur les questions plus de sciences de l'éducation. Alors on va commencer avec Nicolas Douai, qui va parler des relations entre numérique et aménagement urbain et des différentes manières peut-être de considérer les processus d'aménagement urbain, la fabrication de la ville, du point de vue de ces nouvelles technologies numériques. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation et l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Et donc moi, je vais vous faire une présentation qui est peut-être un peu plus académique. J'espère que ça sera ni trop long ni trop ennuyant. Et donc moi, je vais plutôt m'intéresser finalement aux grandes fractures qui peuvent recouvrir le champ des usages du numérique liés à l'aménagement et à l'urbanisme, donc liés finalement à la fabrication de la ville à l'heure du numérique. Donc je ne vous présente pas finalement une étude de la Smart City ou du numérique comme un système technique. Donc mon objet, ce n'est pas le smart en tant que tel, mais plutôt tous les usages liés au numérique et tous les usages liés au numérique dans la fabrication de la ville, donc dans l'acte de création de la ville, de transformation de la ville. Et donc je considère, pour reprendre un terme développé, en tout cas une expression développée par Dominique Boulier dans sa sociologie du numérique, que les usages du numérique, on peut les considérer comme étant pervasifs, donc on les retrouve là où on les attend, mais aussi là où on ne les attend pas. Et donc ça va recouvrir à la fois la dimension substantielle de l'aménagement, donc la matérialité de la ville numérique qu'on a sous nos yeux et qui transforme nos usages, mais aussi finalement la dimension procédurale de l'aménagement, de l'urbanisme, avec les acteurs, les processus, les procédures de l'aménagement, donc tous les rapports de pouvoir qui sont eux aussi transformés dans cet univers de numérisation de la ville. Et donc, je vais développer finalement une sorte d'analyse, de typologie. On va essayer de retrouver des fractures. Donc, je ne me situe pas, je le répète, finalement dans une étude des inégalités directement liées au numérique, mais plutôt de grandes fractures ou plutôt de grandes figures types qui pourraient caractériser des usages plus ou moins émergents, plus ou moins installés dans cette culture numérique urbaine. Donc, je situe ces grands usages autour de deux axes. Un premier axe qui va différencier les types d'acteurs impliqués, donc avec d'une part des acteurs non institutionnels, donc on va retrouver les acteurs citoyens ou privés, et puis de l'autre côté les acteurs publics, donc rassemblés autour d'institutions. Un deuxième axe qui, lui, va interroger le type de plateforme. Donc, est-ce que la plateforme elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée, contrôlée par un opérateur, un propriétaire, ou est-ce qu'elle est donc ouverte où les gens peuvent contribuer à sa fabrication ou à sa gestion quotidienne. Et donc ça me permet finalement d'identifier quatre types d'urbanisme. Un urbanisme d'abord algorithmique, donc lié plutôt au smart, à la technique. Un urbanisme ubérisé, lié finalement à l'irruption de nouveaux acteurs privés qui viennent questionner la légitimité, même remettre en cause la légitimité des acteurs publics à faire la ville. Et puis finalement, deux usages plus citoyens, en tout cas qui questionnent nos pratiques démocratiques. Le wiki-urbanisme, donc plutôt autour des pratiques citoyennes, qui là aussi peuvent aussi questionner la légitimité, la capacité des acteurs publics à faire la ville. Et puis de l'autre côté, un urbanisme open source qui renvoie à la façon dont les acteurs publics peuvent aussi intégrer cette numérisation pour changer leur mode de faire, leurs pratiques, et tenter de rendre plus opérant, plus réel, ce tournant participatif, collaboratif, qui est présenté de manière dominante dans la littérature, mais qui a parfois du mal à passer dans la réalité. Donc on va étudier chacune de ces grandes figures types, et puis à la fin on verra comment chacune de ces figures peuvent s'articuler. Donc on n'est pas dans des figures types qui sont les unes contre les autres, elles sont plutôt complémentaires en interaction, et donc on n'est pas face à un choix où on doit choisir le smart ou le participatif,
et où finalement on n'aurait aucune autre possibilité. Non, elles sont en interaction, en évolution, dans des configurations qui sont forcément locales. Donc la première hypothèse, c'est le retour d'un urbanisme d'expertise, donc d'un urbanisme qui a été très fort dans les années 60-70, où on retrouve finalement la figure de l'ingénieur, la figure des données, la figure de l'autorité technique, mais sous un nouveau vernis durable, un nouveau vernis smart, qui questionne en fait essentiellement nos méthodes dans la façon de faire la ville. Et donc à la base de tout ça, on retrouve les big data, donc ce qu'on va retrouver dans le nuage, donc les grosses données, les données massives qui viennent qualifier finalement l'étendue, le volume des informations, avec souvent on nous parle des 4 V, donc volume, vitesse, variété et surtout valeur de ces données, avec un enjeu qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données. Et donc c'est le traitement, la visualisation à grands coups d'algorithmes ou d'intelligence artificielle. Et donc, bien entendu, tout ça pose beaucoup de questions quant aux libertés publiques et quant à la façon dont ces big data viennent finalement questionner la façon dont on vit ensemble, dont on peut aussi se surveiller. Je renvoie aux usages plus qu'émergents en Chine, où on a des dispositifs de surveillance, de contrôle de la population, mais aussi finalement maintenant dans la façon dont on va rendre les services publics. Et donc la justice s'intéresse à l'intelligence artificielle, la médecine et bientôt, peut-être de façon plus importante, l'architecture, l'urbanisme pour par exemple délivrer les droits liés aux usages du sol. Et donc concrètement, cette ville smart, elle est liée à des grands groupes privés et donc notamment des grands groupes de l'informatique comme IBM, Cisco, qui y ont vu un moyen de développer des nouvelles sources de profit, donc des nouvelles activités. Et donc il faut, je pense, pointer l'importance du programme des villes plus intelligentes, donc le Smarter City de IBM, qui a la particularité de s'intéresser à tous les usages finalement qui renvoient à la ville. Donc planification, gestion, infrastructure, service à la personne. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'il nous présente finalement des usages qui renvoient à toutes les activités urbaines, toutes les activités liées à des services publics en ville. Avec toujours cette idée, ce fantasme d'avoir une control room, un centre de commandement tel qu'il a pu être implanté à Rio de Janeiro. Donc d'abord sur des questions de transport public, de sécurité, de gestion des aléas climatiques, mais avec finalement une ambition presque sans limite. Et donc, à chaque fois, ce rêve un peu cybernétique d'avoir un contrôle sur toutes les dimensions urbaines. Et donc, il y a aussi des exemples en France, à Montpellier, je crois. Et donc, c'est intéressant de voir que certaines de ces municipalités ont fait aussi le choix de se séparer de ces grands acteurs privés. Donc, ça pose en effet des questions sur la façon dont on envisage le rapport au service public. Donc, on pense au Big Data, au Control Room et au Smart Grid, donc à ces réseaux intelligents qui vont venir finalement mettre en réseau toute une série d'objets connectés avec toujours cette ambition de contrôle. Donc bien sûr de la simulation, de la modélisation. Il y a des groupes français qui sont très forts là-dedans, comme le groupe Dassault, qui mène d'ailleurs une expérimentation importante à Rennes Métropole. Et donc, au final, pour résumer cette première possibilité, cette première figure type, on est face à un retour d'une planification rationnelle, bureaucratique, telle qu'elle a été très forte dans l'après-guerre. Le retour, finalement, de la figure de l'ingénieur, mais sous un jour nouveau. On a moins affaire à notre polytechnicien, ingénieur des ponts, mais un urbaniste geek, data analyst. Mais je pense qu'en fait, ces usages du numérique interrogent beaucoup la façon dont on forme les futurs professionnels de la ville, et on voit émerger en fait des professionnels de l'urbain qui n'ont pas la culture de l'urbain, mais une culture qui vient des données, de l'informatique, de la technique. Et forcément, ça questionne, à mon avis, in fine, la forme urbaine, la matérialité de la ville qu'on va créer, et donc les usages qu'on va pouvoir avoir en ville. Donc planifier à l'heure de l'algorithme, ça renvoie à moins d'incertitudes, mais en même temps un espace public différent, et donc bien souvent en fait
une absence d'espace de délibération pour questionner le sens, la finalité du projet urbain. Donc deuxième possibilité, c'est la question des acteurs publics, des acteurs privés, pardon, qui font irruption ou qui font disruption dans la ville, et donc la question du passage vers un urbanisme plus stratégique. Donc pour le terme stratégique, on va y revenir, mais en tout cas, il pose la question des rapports entre public et privé, et donc la façon dont ces nouveaux acteurs privés ne sont plus main dans la main avec le public, mais plutôt de façon confrontationnelle, ou en tout cas qui essaie de les contourner. Donc la base de ça, c'est, pas de manière immédiate, mais en tout cas, on est dans cette idée d'une économie du partage, d'un acte commercial qui n'a plus lieu entre un particulier et une entreprise, mais directement entre deux particuliers par l'intermédiaire d'une plateforme. On voit bien en fait qu'une partie de ces acteurs privés détourne en fait cette idée de l'économie du partage, cette économie de l'échange, de la plateforme. Et donc on voit différents mouvements. On voit d'abord une aspiration au partage, à la collaboration, qui peut être récupérée par des grands groupes de l'urbain, tels que Jean-Claude Decaux, qui avait mis en place le Vélu il y a maintenant plus de 10 ans, ou plus récemment le groupe Bolloré et Autolib. Mais donc derrière le partage, on a vraiment des grands groupes privés qui sont installés et qui en fait poursuivent la logique de privatisation des services publics telle qu'on l'a connue depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, mais en tout cas de façon plus intense depuis les années 80. Et puis donc plus récemment, on a l'arrivée de nouveaux acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'urbain, mais qui s'intéressent à la ville pour y faire des nouvelles possibilités de profit, telles que Google, qui finalement implante maintenant la cabine téléphonique moderne à New York, mais on voit aussi arriver cela à Manchester ou à Londres. Et donc là, ça pose directement en fait des questions d'accès aux ressources numériques et d'inégalité, étant donné que les principaux utilisateurs, on va retrouver les touristes, mais aussi les personnes en situation de fragilité sociale. Mais donc au-delà de ça, on est face à un nouveau modèle économique qui va s'intéresser à plein de dimensions de la vie urbaine, mais en tout cas plein de dimensions de nos activités socio-économiques, donc le financement, l'éducation, la logistique, l'énergie, la santé, en tout cas la plupart des domaines de nos vies peuvent être touchés par ce nouveau modèle économique. Et donc en ville, ça peut avoir des impacts importants. Et donc un des sujets les plus brûlants dans l'actualité politique, c'est la question de la régulation des plateformes d'échange de logements. Donc pour ne pas citer Airbnb, et c'est presque 50 000 logements disponibles avant l'obligation d'inscription sur un registre municipal, mais dont la réalité des contrôles effectués par la plateforme fait débat. Je vous renvoie notamment à l'ouvrage actuellement publié par Yann Brossa, l'adjoint à la mairie de Paris, à la maire de Paris en charge du logement. Et donc on a des conflits importants tels que ce qui a pu se passer à San Francisco, où des groupes de citoyens et Airbnb s'accusaient réciproquement soit de ne pas contribuer assez, soit pour Airbnb de questionner les choix effectués par la mairie de San Francisco en termes de politique publique. Donc des campagnes qui, à mon avis, touchent vraiment un questionnement profond sur la légitimité, la capacité des acteurs publics à faire la ville, et donc des conflits qui peuvent se régler à coup de référendum. Donc un autre type de conflit, en tout cas d'enjeux de régulation, ce sont les vélos en libre service, en free floating. Donc là, l'image est particulièrement imposante, presque caricaturale. Donc ça a lieu à Shenzhen, en Chine. Et donc on connaît ces acteurs de la mobilité, parce qu'on les voit maintenant dans les villes françaises, telles que Ofo ou Mobike. Mais donc au-delà de ça, on peut aussi envisager des formes de complémentarité, telles que suggérées, donc le discours n'est pas neutre, mais en tout cas par la compagnie Uber, qui démontre, et donc dans le cas de Hong Kong, c'est très évident, parce qu'il y a un réseau de transport qui est très fin, et puis une densité urbaine qui est forte, que il peut y avoir des usages complémentaires entre transport public et véhicules de transport à la demande, enfin en tout cas ces chauffeurs VTC. Et donc on peut imaginer aussi, on peut penser aussi des formes de complémentarité, pas forcément d'affrontement.
Donc si on fait le bilan un petit peu de cette deuxième figure type, on est face, à mon avis, à une sorte de retour de l'école du choix public, donc qui a été la réponse libérale des années 70-80 sur le gouvernement des villes, qui nous invitait finalement à rechercher des économies, à réduire la taille de la sphère publique. Donc c'est une réponse théorique portée par le courant du néolibéralisme et qui s'attaquait en fait à la taille et à l'épaisseur de la sphère publique, donc qui a par exemple conduit au démantèlement de beaucoup de gouvernements métropolitains à Londres ou à Barcelone, avec toujours cette idée de laisser aux citoyens la possibilité de voter avec leurs pieds pour changer de municipalité, s'ils ne sont pas contents, du niveau de service public qui est offert. Et donc il me semble que là, l'arrivée, en tout cas le développement de ces nouveaux acteurs du numérique, renvoie à une vision de la ville qui correspond à un marché qui peut s'autoréguler. Et donc moi j'y vois une proximité avec le courant stratégique de la planification urbaine, qui avait été développé dans les années 80, qui a été fort aussi dans les années 90, et qui nous indiquait finalement l'arrivée de grands groupes privés qui fabriquaient, géraient la ville main dans la main en fait avec les acteurs publics, donc dans des situations de coalition de croissance ou de régime urbain. Et là finalement on n'est plus avec des grands groupes privés, donc pour ne pas les nommer, Bouygues, Vinci, Bolloré, qui passent des deals en fait avec des grands maires, des grands élus, pour développer des nouveaux services ou gérer des services publics traditionnels comme le transport public ou la gestion de l'eau, mais face à des grands groupes qui sont sur une géographie, des échelles mondialisées et qui ne traitent plus avec les gouvernements urbains ou même les gouvernements nationaux, mais vont directement à Bruxelles pour essayer de changer la nature des directives européennes, pour avoir des nouvelles réglementations qui s'imposent aux États, donc dans quelque chose de beaucoup plus confrontationnel, et donc un questionnement sur la capacité, la légitimité des acteurs publics à faire la ville. Troisième possibilité, le passage, en tout cas le renforcement vers un urbanisme communicationnel, avec des usages du numérique qui viennent renforcer la force, la vigueur des mobilisations citoyennes. Donc je renvoie finalement aux origines d'Internet, avec bien sûr une invention qui vient du domaine militaire, mais qui est aussi le produit d'une contre-culture américaine, avec un modèle qui n'est pas seulement centralisé, mais aussi décentralisé. Donc le PC, c'est l'ordinateur personnel. Et donc toujours cet idéal de partage, de neutralité, qui va exclure toute forme de discrimination quant à la source, la destination ou le contenu lié à l'Internet. Donc on a des nouveaux modes d'appropriation du territoire qui sont liés à ces usages, et parfois on peut observer des nouvelles capacités collectives. Donc un des exemples réguliers, c'est la plateforme OpenStreetMap, donc cette cartographie collaborative, collective, qui va par exemple permettre de répondre à des situations de détresse lorsqu'il y a des séismes comme en Haïti, et qui parfois va s'intéresser plus que Google à des espaces moins importants pour le marché. Et donc parfois on voit des mobilisations, en tout cas des usages du numérique qui sont liés à des questions d'aménagement, telles que la plateforme change.org, qui permet de signer des pétitions. Et donc il y a parfois des victoires liées à ces mobilisations, telles que la pétition qui avait rassemblé, je crois, quasiment 20 000 personnes à Marseille en 2 ou 3 jours, et qui a conduit la municipalité à abandonner son projet de casino en face du musée des civilisations. Et donc d'autres plateformes qui parfois sont plus intégrées, qui embrassent un type d'usage beaucoup plus large, comme Démocratie OS à Buenos Aires, mais qui est maintenant développé en plusieurs langues, sur plusieurs continents, et qui propose finalement de mettre au débat un sujet et de voter, et donc finalement d'aller déplacer la démocratie à l'échelle de chaque smartphone. Donc bien sûr, il faut avoir un smartphone, mais en tout cas, ça permet d'interroger les dispositifs socio-techniques de la participation et de la démocratie. Donc là, il y a un exemple avec une question où on peut voter. Et donc il y a toute une série de représentants au gouvernement municipal qui s'engagent à respecter le vote des citoyens par l'intermédiaire de la plateforme. Donc c'est une manière différente en fait d'envisager la démocratie. Et donc aussi, je pense qu'il faut avoir en tête que
toutes ces mobilisations citoyennes, il y a une limite qui n'est pas toujours très nette, pas toujours très claire entre ce qui relève de l'engagement citoyen et ce qui relève de la participation à des dispositifs publics. Et qu'au-delà de ça, on voit aussi des parcours professionnels, des parcours militants, des parcours d'entrepreneurs. Et que donc tout ce qui relève de la civic tech, on voit une limite pas claire. Donc entre, pour reprendre là l'infographie réalisée par France Stratégie, si ma mémoire est bonne, on a des technologies pour la démocratie, puis des technologies pour l'engagement civique, où on va avoir des groupes tels que je pense au collectif Démocratie Ouverte, qui vont naviguer entre ces deux types d'usages. Donc pour résumer cette troisième possibilité, il me semble qu'on continue finalement dans cet urbanisme ubérisé, avec un urbanisme qui est peut-être citoyen, mais en tout cas qui pose la question peut-être du post-politique ou du libertarien, avec la légitimité des autorités publiques qui peut être remise en cause. Donc par le privé, on l'a vu, type Airbnb, Uber, mais aussi par les citoyens, avec cette idée d'un usage du numérique qui pousse une coopération libre et volontaire des individus dans l'économie, le social et le politique, avec une place finalement réduite des autorités publiques, ou en tout cas un questionnement quant à leur légitimité ou leur capacité. Donc moi, je pense qu'il faut donc bien entendu voir la proximité entre le courant wiki-urbanisme et l'open source lié aux acteurs publics, mais aussi entre la remise en cause par les citoyens et la remise en cause par les acteurs privés. Et donc dernière possibilité, donc un renforcement finalement de l'urbanisme participatif, donc qui deviendrait plus effectif grâce aux nouvelles ressources du numérique. Et donc là, je reprends une infographie réalisée par le collectif Démocratie Ouverte qui nous indique que les usages du numérique peuvent renvoyer à plus de transparence dans la conduite des affaires publiques, à plus de collaboration, donc surtout en interne, mais aussi à plus de participation en externe. Donc quelques éléments, en tout cas quelques illustrations. On a un mouvement fort lié à l'open data qui se généralise avec des injonctions réglementaires de plus en plus fortes, un engagement de plus en plus clair. Et puis en tout cas, quand on observe les usages, on s'aperçoit que plus les acteurs publics participent à ce mouvement d'open data et plus ils sont convaincus de son utilité et de son efficacité. Donc finalement, tout le monde peut aussi apprendre en le pratiquant et progresser. Et donc je termine en vous montrant peut-être quelques dispositifs qui renvoient à des degrés de spatialisation et de participation différents. Donc on peut retrouver la méthode des post-it dans des réseaux sociaux numériques, où on va poser une question, ou poser une question plus ou moins ouverte, ou parfois retrouver de la cartographie, où on va pouvoir proposer des idées, les commenter, voter. Donc là, on passe finalement dans une deuxième dimension. Parfois, on peut aussi participer à un processus plus clair de délibération, tel que le budget participatif parisien, donc qui est un des budgets participatifs les plus importants de par l'ampleur du budget qui est consacré, même si ça ne touche que, je crois, 5% du budget d'investissement. Donc on pourrait finalement poser la question du reste du budget d'investissement, et puis aussi du budget de fonctionnement qui n'est pas mis sur la table de cet espace de délibération, qui est en partie en ligne, mais qui est surtout, ou en tout cas qui est aussi dans l'espace physique, avec des modalités donc, qui renvoient à de l'hybridation entre ce qui est en ligne et ce qui ne l'est pas. Donc plus de 5000 idées qui ne sont pas réparties de manière égale dans l'espace. Donc à proximité de la Cité de l'Architecture, on voit moins de gens qui se mobilisent. Et puis donc d'autres plateformes telles que celle-ci que j'aime particulièrement parce qu'en fait elle reprend pas l'idée d'un open bar où on pourrait choisir de proposer tous les projets, mais elle renvoie bien à une certaine complexité dans les choix d'aménagement et donc complexité des choix qui vont avoir un impact sur la forme urbaine, donc en fonction des critères que vous choisissez sur la gauche. Vous allez dessiner une carte des densités sur la droite. Et puis donc là, on ne le voit pas, mais ça peut même aussi renvoyer à des choix budgétaires. Donc ça renvoie une certaine complexité que je trouve intéressante. Ou encore des plateformes en 3D
sur la base de logiciels que nos amis architectes connaissent bien, comme SketchUp, où tout le monde pourrait proposer, débattre de formes urbaines. Donc une diversité d'outils qui renvoient à des niveaux d'ouverture politique ou à des niveaux de spatialisation plus ou moins fortes. Et donc je développe pas trop, mais en tout cas dans mes travaux, ça m'a amené à poser la question de la digitalisation de l'échelle de la participation qui avait été proposée en 1969 par Sherry Arnstein, pour s'interroger finalement sur la diversité de ces usages et des dispositifs à l'heure du numérique, ou en tout cas d'usages qui peuvent être plus hybrides. Et donc cette quatrième figure type, donc ça renvoie à une approche par les acteurs, centrée sur la production de consensus, des méthodes communicationnelles, interactives, une mise en œuvre continue, processuelle. Donc ça n'a rien de nouveau en fait par rapport à toutes les études qui peuvent avoir lieu sur la participation. Mais en tout cas, là on voit peut-être une mise en œuvre pas forcément plus évidente, parce que ça pose toujours la question de qui participe et à qui profitent en fait ces dispositifs-là. En tout cas, on a des dispositifs qui sont peut-être en partie plus simples, parfois plus complexes, mais en tout cas qui peuvent rassembler plus de monde, mais en partie une plus grande diversité, parce qu'on n'est plus seulement face à l'homme blanc de plus de 50 ans retraité, mais ça pose la question de la capacité à maîtriser ces outils, bien entendu. Et donc, en conclusion, là, vous avez une sorte de petite synthèse autour de ces 4 figures types et de différentes entrées pour les caractériser. Mais je voudrais surtout, finalement... j'ai appuyé sur le mot. Non, c'est bon. Donc, revenir sur cette boussole avec donc, ces 4 éléments, mais vraiment avoir en tête qu'on est face, non pas à des choix entre 4 figures, mais à des interactions. Et donc, tout cela, à mon sens, produit des configurations locales qui sont forcément hybrides, où les usages sont complémentaires et pas concurrents. Donc, une diversité de matérialités ou de processus. Et donc, on peut imaginer que dans des villes comme Paris, les configurations locales soient différentes que ce qu'on peut observer, par exemple, à Singapour, où on a plus d'usage du smart, de l'algorithme, avec une volonté de contrôle, alors qu'à Paris, on a un enjeu important sur la régularisation des plateformes, où les usages publics, institutionnels, par la mairie, des plateformes participatives. Et donc, dernière diapo, pour dire que finalement, on est face à des promesses nombreuses quant aux possibilités du numérique en ville, que c'est assurément une des portes d'entrée. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est une porte d'entrée, à mon sens, intéressante, pertinente pour questionner les mutations contemporaines de l'urbain. Et donc, peut-être quelques perspectives pour la pratique ou pour la recherche. Je pense qu'il faut vraiment rentrer dans la complexité des interactions locales et donc complètement dépasser le débat entre technophiles, technophobes. On n'est plus dans la question de savoir s'il faut ou pas du numérique dans la ville. Il y en a, c'est partout. Mais il faut interroger finalement les rapports de force, les rapports de pouvoir, puis se demander à qui profite ou pas cette numérisation de la ville, qui reste aux côtés ou pas de cette ville intelligente. Et puis, donc je pense, première entrée intéressante. Aussi, je pense qu'il y a une question pour nous, pour vous, pour tous les professionnels de urbain, qui est de savoir finalement dans quelle mesure toutes les big data, toutes les plateformes, tous les algorithmes, toute l'intelligence artificielle va transformer nos métiers. Et je pense qu'on n'a pas encore, à mon avis, saisi complètement l'impact de ces outils-là. Bien sûr, la régulation des plateformes et puis toutes les questions d'appropriation des outils de la civic tech par les citoyens, par les institutions. Et donc, bien évidemment, ça renvoie à la question des usages et des inégalités. Donc voilà, j'ai terminé. Et donc, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à lire l'ouvrage que j'ai publié il y a quelques mois sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que c'est
une représentation des enjeux qui nous parle beaucoup dans les écoles d'architecture et dans nos formations liées à l'aménagement urbain. Alors, une première question qui vient immédiatement, je dirais, du télescopage de vos deux interventions, et c'est tout l'intérêt de ce genre de journée, c'est peut-être tu peux nous éclairer sur je dirais, la dimension égalitaire ou inégalitaire de ces différents modèles. On voit bien peut-être les dangers d'un modèle de contrôle par la Smart City, mais on voit aussi son caractère plus égalitaire, puisque tout le monde est contrôlé de la même manière, en quelque sorte. Alors que dans un modèle d'ubérisation, la concurrence fait rage, et ceux qui n'ont pas accès aux outils de participation ou de construction de la ville en commun, finalement, n'y participent pas, sont relégués. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de cet aspect égalitaire ou inégalitaire de ces différents modèles ? Merci. Non, je pense qu'en fait, même sur la première dimension, c'est pas tout à fait évident, en fait. Parce que je pense que toutes les municipalités sont pas en capacité de se payer ce type de système. Et donc, ce qu'on peut observer, je sais pas moi, à Issy-les-Moulineaux, autour de toutes les innovations sur leur nouveau quartier durable et ultra connecté. Alors, je sais pas si ça change radicalement la vie des citoyens qui habitent là-bas. Mais en tout cas, tous les territoires sont pas face au même niveau de numérisation. Et donc, quelque part, il y a déjà là une première inégalité qui va être produite par les gens qui fabriquent la ville, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et la deuxième forme d'inégalité, elle peut renvoyer donc à toutes les plateformes. Et donc, si vous habitez une ville qui est soumise à zéro régulation face à Airbnb ou à beaucoup de régulation, bah, peut-être que ça va plus ou moins impacter votre capacité à vous loger. Donc ça, c'est une première possibilité. Et puis également, il y a certaines plateformes qui vont complètement se désintéresser de plein de territoires. Donc si vous êtes trop loin du centre de l'agglomération ou si vous êtes dans une ville moyenne ou petite, vous n'aurez pas accès aux véhicules de transport à la demande. Donc ça, c'est une autre forme d'inégalité. Et puis, bien sûr, dans tout ce qu'on peut voir autour des usages plus citoyens, qui soient portés par les citoyens et surtout par les acteurs publics, on peut bien sûr y voir des formes de reproduction d'inégalités ou parce que la prise de parole, même si elle est numérique, même si elle est peut-être en partie plus facilement possible parce que beaucoup de gens sont connectés, elles vont bien entendu reproduire des inégalités. Et donc on pourrait reprendre l'exemple du budget participatif parisien, qui, dans les premières éditions, avait bien montré que les quartiers qui se mobilisaient le plus étaient les quartiers les plus favorisés et que ces quartiers-là pouvaient accaparer une grande partie des budgets. Et donc la mairie s'est rendue compte de ça et a changé un petit peu son fusil d'épaule en réservant des budgets pour les quartiers populaires et en réservant des budgets pour les écoles, étant donné que les parents d'élèves avaient une capacité de mobilisation assez exceptionnelle. Donc ça pose des enjeux, des questions, mais qui peuvent aussi être incorporés en fait par les professionnels pour répondre à cette question du droit à la ville, en tout cas des inégalités. Et vous, Jean Dédier, quand vous amenez les personnes en précarité numérique à s'approprier ces outils, bon, on a vu la question des services dématérialisés, l'accès à Pôle emploi, etc. Mais est-ce que vous incitez aussi à participer, à aller vers les dispositifs participatifs, à faire en sorte que ces personnes-là puissent se faire entendre sur des sujets qui ne sont pas des sujets d'extrême urgence, mais qui sont des sujets très importants malgré tout, pour l'avenir commun ? Non, mais la question est une bonne question. En fait, pour nous, on ne peut pas tout faire. Nous, on est... D'ailleurs, j'aime bien alors, c'est sur le sujet de numérique et emploi. Mais eux, ils nous considèrent comme un espèce de SaaS, de préqualification, à partir du moment où eux vont pouvoir faire travailler des gens vers l'intégration dans des modèles, on va dire, plus classiques. Donc, notre sujet à nous, c'est effectivement de trouver des passerelles entre entre notre travail qui est vraiment sur les compétences numériques de base, mais qui sont, on va dire, à nous, un avancé, serait considéré par l'essentiel de la population comme quelqu'un extrêmement, extrêmement débutant. Donc le sujet, c'est les parcours, en fait. Nous, on est un SaaS tout en bas, et après, il y a d'autres couches qui vont effectivement faire travailler des gens sur plein d'enjeux. Alors nous, on aborde ces sujets, ne serait-ce que la sécurisation de ces données, effectivement, une information sur un terme de système, mais entre faire découvrir, donner autonomie ou faire avancer des compétences, voilà, le sujet, c'est comment créer des parcours qui permettent effectivement à ces gens-là d'aller plus loin.
Et oui, en fait, moi je rejoins complètement le propos. Hein. C'est la technologie ne va pas, certainement pas de manière intrinsèque garantir les inégalités. C'est peut-être un moyen d'aller plus loin. Mais le problème, c'est que ça permettait aussi à des gens, on va dire, qui ont des techniques avancées, d'aller tellement plus vite qu'on voit plutôt la dispersion, en fait. Enfin, on voit plutôt les écarts se creuser, en fait. Voilà, donc il faut trouver des modèles de solidarité qui viennent complémenter. Mais j'aime beaucoup votre présentation, c'est qu'en fait, il ne faut pas opposer. Il faut arriver à donner la place à chacun pour qu'effectivement, il y a des parcours vertueux dans lesquels on puisse tous grandir. En tout cas, on voit bien que ces différents modèles d'émission du numérique dans les politiques de fabrication de la ville auraient des impacts sur un dispositif itinérant comme celui qu'on imagine dans Minimaus. Qu'est-ce que ça voudrait dire du point de vue de la collectivité, suivant son orientation ou sa position dans l'articulation des 4 modèles que tu as présentés, d'avoir ce type de dispositif à sa disposition, justement.